Aujourd'hui, je vais vous présenter pour ma part des données préliminaires qui sont issues d'un projet de recherche qui est encore en cours sur les profils de personnes avec un trouble de l'usage d'opioïdes. Et là, je fais juste une petite parenthèse pour vous rappeler que le trouble de l'usage des opioïdes, c'est un diagnostic qui est caractérisé par un certain nombre de manifestations dont en fonction là, de la sévérité du trouble. Donc, on parle par exemple de manifestations comme les opioïdes pris en quantité plus importante ou pendant une période plus longue que prévu. On parle aussi, par exemple, d'efforts infructueux pour diminuer ou contrôler l'usage des opioïdes ou, par exemple, d'un usage continu d'opioïdes malgré les problèmes interpersonnels ou sociaux qui sont causés ou qui sont exacerbés là, par les effets des opioïdes. Donc, je ferme la parenthèse pour vous dire que dans l'esprit de la thématique de ce midi causerie, on va s'intéresser dans le cadre de cette présentation-ci spécialement à la question des personnes qui vivent avec un trouble de l'usage d'opioïdes et de la douleur chronique. Alors, on peut passer à la diapo suivante, donc le contexte et les objectifs. Premièrement, pour vous remettre dans le contexte, la prochaine diapo, je vous rappelle que la prévalence de la douleur chronique chez les personnes traitées pour un trouble de l'usage d'opioïdes, elle est très élevée. On parle dans la littérature de plus de 50 %. Par contre, à l'inverse, la prévalence du trouble de l'usage des opioïdes chez les patients qui ont de la douleur chronique et qui reçoivent des opioïdes prescrits à long terme, elle est beaucoup plus faible. On parle dans la littérature de 8 à 12 %. Un autre point que je veux rappeler aussi et que vous savez sûrement parce que dans la littérature, on le voit beaucoup, comment les troubles concomitants de douleur chronique et d'usage d'opioïdes sont sous-diagnostiqués, sous-traités et stigmatisés. Et ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Et finalement, je ne vous surprendrai pas en vous disant que la gestion de la douleur chronique et du trouble d'usage des opioïdes concomitants, c'est tout un défi clinique pour les intervenants. Autre rappel à la diapo suivante pour se mettre en contexte. Donc, je vous replonge là, dans les processus d'initiation d'un trouble concomitant de douleur chronique et d'usage d'opioïdes. Alors, on le sait que la douleur chronique peut contribuer au développement d'un trouble de l'usage des opioïdes. Par exemple, une douleur chronique peut mener à un trouble d'usage d'opioïdes quand une personne va s'automédicamenter pour gérer sa souffrance physique, émotionnelle ou pour fonctionner au quotidien. Et dans certains cas, et ça a été très bien illustré dans un article qui a été publié en 2019 par Lise Dacieux et Manon Choignard notamment, l'automédication peut contribuer à intensifier un usage préalable de substances. Deuxième cas de figure, l'usage de médicaments opioïdes prescrits pour gérer la douleur peut, dans certains cas, catalyser un trouble d'usage d'opioïdes iatrogènes. Troisième cas de figure, vous le savez, le sevrage rapide ou l'interruption abrupte des médicaments opioïdes prescrits peut pousser une personne à aller sur le marché illicite chercher une substance alternative pour gérer ses symptômes. Et quatrième cas de figure, le stress qui est généré par la douleur pourrait activer une prédisposition au développement d'un trouble lié à l'usage de substances ou des opioïdes. À l'inverse, l'usage d'opioïdes peut lui aussi contribuer au développement de la douleur. Par exemple, le trouble d'usage d'opioïdes pourrait contribuer à augmenter les risques de maladies, par exemple de contracter des ITSS ou de blessures. Dans un deuxième cas de figure, aussi, ce qu'on voit, c'est qu'à force de consommer des opioïdes, une personne peut développer une hyperalgésie, donc ressentir une douleur plus élevée que celle qui est normalement provoquée par un stimulus. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de liens entre la douleur chronique et le trouble de l'usage d'opioïdes. Ceci dit, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, parce que ça, c'était juste pour vous remettre en contexte, pour lier les deux problématiques, c'est de montrer comment les données qualitatives peuvent nous aider à comprendre l'expérience de la douleur chronique et aussi la trajectoire dans laquelle s'inscrit la douleur chronique chez les personnes qui ont un trouble de l'usage des opioïdes. Alors, je vais vous parler aujourd'hui au niveau de la méthode. En fait, c'est ce que je tiens vraiment à ce que vous reteniez, c'est que ce sont des résultats préliminaires d'une étude qu'on est encore en train de réaliser avec une méthode mixte, mais ces résultats préliminaires-là, quand même, vont vous permettre de voir un peu à travers ce que je vais vous présenter, comment des récits qualitatifs peuvent venir éclairer des statistiques. Donc, diapo suivante, comment on a procédé pour cette étude globale? Là, on a colligé dans 296 dossiers de patients à leur admission pour un traitement de leur trouble de l'usage d'opioïdes dans un centre spécialisé à Montréal qui s'appelle le CRAN. Donc, on a colligé dans ces dossiers d'admission de la période 2017 à 2019
plusieurs variables sur les caractéristiques sociodémographiques, les substances consommées, les surdoses, la santé mentale, la douleur chronique. Et aujourd'hui, pour le bénéfice de la présentation sur le thème qui nous intéresse, on va se pencher uniquement sur le sous-échantillon de ceux qui ont de la douleur chronique et qui représentent 28 % de notre échantillon total, donc un sous-échantillon de 84 patients qui ont le trouble concomitant, douleur chronique et usage d'opioïdes. Ensuite, on a fait jusqu'à maintenant 10 entrevues avec des personnes qui ont un trouble de l'usage des opioïdes et de la douleur chronique. On n'a pas terminé, mais pour le bénéfice, encore une fois, de la discussion d'aujourd'hui, on va mobiliser le contenu de ces 10 entrevues-là pour parler d'inégalités en douleur chronique. Alors, si on passe à la prochaine diapo, quelques résultats préliminaires et je vous rappelle que notre collecte de données a été un petit peu ralentie par la pandémie, malheureusement. Alors, c'est pour ça qu'on est toujours dans des résultats préliminaires. Donc, si on regarde, diapo suivante, les caractéristiques de notre sous-échantillon de patients qui ont un trouble de l'usage des opioïdes et de la douleur chronique, on voit qu'ils sont majoritairement des hommes, que plus de la moitié ont 45 ans et plus, qui sont nombreux à avoir des problèmes avec la justice, à être en situation d'itinérance et à être sans emploi. Quand on regarde à la diapo suivante les caractéristiques de santé mentale et physique, on voit que les taux d'historique d'anxiété, de dépression, de troubles de la personnalité sont élevés et que les personnes sont nombreuses aussi à présenter une ITSS ou à rapporter un historique de surdose. Et finalement, encore une fois, diapo suivante, si on regarde les caractéristiques de consommation de substances, on voit que ce sont les opioïdes de type pharmaceutique qui sont consommés par la majorité des personnes. Et quand je dis opioïdes de type pharmaceutique, dans le cadre de nos travaux, on parle de prescrit ou non, illicite ou non, contrefait ou non, tout ce qui n'est pas de l'héroïne. Donc, opioïdes de type pharmaceutique très consommés. Sinon, cannabis, héroïne, cocaïne, alcool et quand même 42 % qui utilisent un mode d'administration des opioïdes par injection. Mais maintenant qu'on sait tout ça sur un échantillon montréalais de personnes qui présentent le double problématique douleur chronique et usage d'opioïdes, troubles de l'usage d'opioïdes, ça ne nous dit rien sur leur trajectoire de consommation, sur leur trajectoire de douleur, sur leur trajectoire d'utilisation de services ou sur ce qu'ils espèrent obtenir ou ce qu'ils espèrent atteindre comme objectif pour tendre vers un processus de rétablissement. Et c'est avec les entrevues qualitatives qu'on peut aller chercher ces informations-là. Donc, je vais vous présenter 4 exemples de trajectoires, on peut passer plus loin, qui permettent d'accéder à une compréhension plus temporelle du développement du trouble concomitant et des objectifs de rétablissement que les personnes se donnent. Donc, en premier lieu, je vous présente 2 trajectoires qui sont similaires l'une à l'autre dans la mesure où c'est l'usage d'héroïne d'abord qui a contribué au développement de la douleur chronique chez ces 2 personnes qui avaient 45 ans et plus au moment de l'entrevue. Donc, vous avez en haut la trajectoire 1 et en bas la trajectoire 2. Trajectoire 1, c'est celle d'une personne qui, à l'époque où elle était jeune adulte, souffrait de détresse psychologique importante et avait fait même des tentatives de suicide. Et cette personne-là, lorsqu'elle a découvert l'injection d'héroïne, elle s'est sentie bien et pendant un certain temps, elle a ressenti beaucoup de bienfaits de cette consommation-là sur sa détresse psychologique. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a une série de problèmes qui se sont manifestés avec la dépendance qui s'est installée, des ruptures d'amitié, son entourage qui était très inquiet, des sevrages à répétition, des difficultés socio-professionnelles. Et à travers son parcours, la personne a en plus contracté le VIH et elle est aujourd'hui plus âgée. Et on sait que pour les personnes de 50 ans et plus qui ont le VIH, la douleur chronique est très courante. Et donc, au moment de notre rencontre, cette personne-là, tout de même, considérait avoir atteint ses objectifs de rétablissement parce qu'elle me disait que son rétablissement avait passé par le fait que dans son parcours de service, elle avait eu des relations de confiance très importantes pour elle avec les soignants qui l'avaient accompagnée sans la juger. Et ça avait été un élément très important pour mener à son rétablissement, mais que son rétablissement aujourd'hui était vraiment axé sur le fait que sa gestion, que sa douleur était gérée en partie par la méthadone et aussi que cette personne-là se sentait heureuse sans consommer de substances aujourd'hui. La deuxième trajectoire, qui est un petit peu similaire dans la mesure où ça débute par l'usage d'héroïne qui contribue à la douleur chronique, c'est celle d'une personne qui a évolué dans un milieu assez rough, pour le dire comme ça, qui a fait de la prison, qui a utilisé beaucoup de substances pour beaucoup de raisons, mais pas vraiment d'opioïdes, mais qui s'est retrouvée à un moment donné dans une relation avec un conjoint ou une conjointe qui consommait de l'héroïne. Et c'est dans ce contexte-là que la personne a commencé à consommer elle aussi de l'héroïne par injection. Et pendant un certain temps, un peu comme la personne précédente,
elle a ressenti beaucoup de bienfaits de cette consommation-là sur sa douleur psychologique ou physique, mais au bout d'un moment, le trouble de l'usage s'est installé, d'autres problèmes se sont manifestés, encore une fois, au niveau financier, familial, des sevrages à répétition, retour en prison, itinérance. Et cette personne-là, dans sa trajectoire d'itinérance, s'est retrouvée à quêter pour assumer les frais de sa consommation, marchant 15 heures par jour pendant 25 ans, ce qui a terriblement endommagé son corps, créé des blessures. Et cette personne-là, lorsqu'elle a eu besoin de soins pour gérer sa douleur, elle raconte que les soins lui ont été refusés à plusieurs reprises à cause de son statut d'usager de substance. Et au moment où j'ai rencontré cette personne-là, elle ne se considérait pas en rétablissement, mais elle espérait y parvenir en accédant à un appartement, à des soins de santé mentale et à un soulagement de sa douleur et de ses symptômes de sevrage. Si on passe à la diapo suivante, on a un autre exemple de trajectoire qui est différent parce que la personne avait déjà des problèmes d'usage de substances avant de développer un trouble de l'usage des opioïdes. Donc, c'est l'histoire d'une personne plus jeune qui transportait avec elle de son enfance tout un bagage de trauma psychologique et qui a commencé très jeune pour cette raison-là à consommer toutes sortes de substances, mais pas d'opioïdes. Et assez tôt dans sa vie, cette personne-là a subi un trauma physique qui l'a laissé avec de la douleur chronique. Et c'est là que les opioïdes prescrits se sont ajoutés à sa consommation d'autres substances, que ses conditions de vie se sont dégradées, que ses problèmes de santé mentale se sont exacerbés et que tout ça a culminé avec une situation d'itinérance. Et au moment où j'ai rencontré cette personne, elle non plus se considérait pas en rétablissement. Et tout comme la précédente, là, elle considérait que pour elle, atteindre le rétablissement, ça voudrait dire être autonome, se loger, travailler. Et un petit dernier exemple, parce qu'il est différent des autres, une autre trajectoire que je vous présente, c'est la trajectoire d'une personne dont le parcours il est différent parce que ça a commencé avec la douleur chronique. À l'adolescence, très jeune, cette personne-là a eu des troubles de santé sévères, donc a commencé à recevoir des opioïdes prescrits. Sa douleur n'était jamais soulagée, donc les opioïdes étaient toujours augmentés sans succès. Et donc, la personne, avec l'augmentation toujours des opioïdes et la douleur qui n'était pas soulagée, s'enlisait dans une fatigue, un manque d'énergie, des problèmes de concentration, une incapacité à travailler. Il y a un découragement qui s'installait, dépression, anxiété. Et un jour, cette personne s'est demandé, même si elle avait toujours utilisé les opioïdes dans un cadre de prescription, si peut-être elle n'était pas atteinte d'un trouble de l'usage d'opioïdes. Donc, elle a changé de réseau de service, elle est allée s'adresser au réseau de la dépendance pour avoir une évaluation dans ce sens-là, a fait l'essai d'un traitement à la buprenorphine qui lui a permis de cesser les autres opioïdes, de récupérer l'énergie, une capacité à travailler, à mener à bien des projets. Et cette personne-là considérait qu'elle était en rétablissement au moment où je l'ai rencontrée. Donc, 4 trajectoires qui vous permettent d'avoir des exemples, de comprendre comment le trouble concomitant de douleur chronique et d'usage d'opioïdes peut varier au niveau de sa chronologie ou de ses événements déclencheurs. Si on passe à la diapo suivante, on voit aussi qu'il y a certains thèmes dont je veux vous parler qui sortent beaucoup jusqu'à maintenant dans les entrevues, notamment l'importance du travail comme étant un objectif de rétablissement pour beaucoup de gens. Les 2 extraits de verbatim que vous voyez à l'écran l'illustrent bien, comment les gens souffrent de ne pas pouvoir se réaliser à travers un emploi lorsqu'elles ont la double problématique. Aussi, la question du stigma qui est perçu par les personnes qui ont un trouble de l'usage des opioïdes lorsqu'elles demandent de l'aide pour leur douleur. Et là, je vous lis l'extrait de verbatim qui est très percutant d'une personne qui présente la douleur chronique, mais qui réfère ici dans l'extrait que je vais vous lire à un épisode de douleur aiguë. La personne me disait « Drug users, we are seen as the lowest of the low, the scum of the earth, exhibiting drug-seeking behavior. This stigma almost killed me. I had septicemia and I was not treated properly. People thought I was just withdrawing and they were deliberately being rough and unpleasant. It's not the pain, it's the humiliation. They assume you're less, other, impure. » Alors, quand on entend ce genre de témoignage, c'est sûr que ça contribue à expliquer partiellement pourquoi certaines personnes vont choisir de s'automédicamenter. Par exemple, une personne expliquait dans l'extrait suivant « I inject illicit fentanyl every day to cover up the pain and bring it to a tolerable 4 or 5 on a pain scale from 1 to 10. It allows me to work and sleep, which I could not otherwise. » Et finalement, un autre thème qui a ressorti beaucoup jusqu'à maintenant dans les entrevues, c'est celui de la composante de souffrance psychologique dans la douleur chronique, qui est parfois pire selon certaines personnes que la douleur physique,
ou qui s'entremêlent avec elle au point de ne plus savoir qu'est-ce qui est quoi ou qu'est-ce qui appartient à quoi. Et d'ailleurs, Jennifer, dans quelques instants, va vous parler plus amplement de santé mentale en contexte de douleurs chroniques. Mais je pense que s'il y a un message à retenir en lien avec la présentation, en tout cas avec ma présentation d'aujourd'hui, c'est que dans le cas de nos travaux, les analyses descriptives qu'on peut faire ou corrélationnelles qu'on fera vont pouvoir nous donner beaucoup d'informations sur l'ampleur d'un problème ou ses caractéristiques épidémiologiques, mais les données qualitatives préliminaires viennent déjà illustrer, entre autres, comment plusieurs parcours sont jalonnés par des inégalités sociales de santé, que ce soit en amont du développement du trouble de l'usage d'opioïdes ou en aval de son développement. On voit dans les récits des déterminants sociaux de la santé qui peuvent contribuer à une accumulation des vulnérabilités dans la trajectoire. Par exemple, quand on parle d'expériences vécues traumatiques dans les premières années de vie, de statut socio-économique, d'emploi, de logement, d'accès juste et équitable aux soins pour cette population qui est doublement, triplement stigmatisée ou discriminée. Donc, on va poursuivre notre collecte de données pour continuer à mettre en lumière des trajectoires, mettre en lumière des thèmes en lien avec l'expérience de la douleur chronique et du trouble de l'usage des opioïdes, toujours dans une perspective d'amélioration de l'offre de services pour les personnes qui présentent cette double problématique. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai hâte d'en parler plus amplement avec vous tout à l'heure.